Je pourrais demander à l'extinction de lumière, vous savez, en astronomie, quand on a de l'éclairage, la pleine lune, etc., on voit moins bien le ciel. Il y a un projecteur très fort, c'est parce que vous tenez absolument à me voir, c'est pour ça. Bon, bon, c'est déjà mieux, c'est bien, merci. Par une très très belle nuit, très pure, on voit des étoiles à l'œil nu. Ça, c'est un spectacle visible à l'œil nu. C'est pris évidemment par une photographie, mais à court temps de pause. On voit pas mal d'étoiles. Certains d'entre vous reconnaîtront peut-être la constellation d'Orion, et puis l'étoile la plus brillante du ciel, ici, qui est l'étoile Sirius, qui est ici. Puis ici, on a une planète. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde un ciel très très pur et qu'on regarde ces étoiles, on a l'impression presque de l'infini. Et on pense qu'il y a des millions d'étoiles. Il y a effectivement des millions et des milliards d'étoiles. Mais avez-vous une idée de combien d'étoiles on voit à l'œil nu, dans les meilleures conditions possibles? C'est à peine 3000. À peine 3000 étoiles, visibles à l'œil nu. Et on a déjà l'impression d'un fourmillement et d'une infinité d'étoiles. Voilà. Alors évidemment, à l'œil nu, on n'aperçoit qu'un minuscule ensemble. Alors, on utilise après des appareils photographiques avec des temps de pause un peu plus longs. Et donc, on a des panoramas stellaires un peu plus denses, un peu plus fournis. Et on commence à voir apparaître ce que l'œil humain, à l'exception de quelques exceptions, à l'exception de quelques regards exceptionnels, dont celui de Van Gogh, dont je dirai peut-être quelques mots à la fin si j'ai le temps, on commence à voir des couleurs des étoiles. Et voilà, dans cet extraordinaire cliché qui montre quelques étoiles de notre galaxie, on s'en approche, vous voyez, on voit des étoiles regroupées, soit dans des amas relativement peu serrés, comme ces jeunes étoiles bleues, dans des amas beaucoup plus serrés, comme celui-ci qui s'appelle un amas globulaire, et puis des étoiles de champ qui n'appartiennent pas à des amas particuliers, mais qui font toute partie de la galaxie. Et en observant les couleurs des étoiles, on apprend déjà des choses sur l'état de l'étoile, parce qu'essentiellement, la couleur d'une étoile, c'est le reflet de la température qui règne à sa surface. Comme on peut s'y attendre, les étoiles bleues sont chaudes, donc jeunes. Les étoiles rouges sont moins chaudes et plus âgées. Et puis les étoiles de pleine maturité, comme le Soleil, comme vous en voyez ici, voilà, sont des étoiles qui n'ont que quelques milliards d'années. Alors après, on peut utiliser toujours des télescopes un peu plus puissants pour presque supprimer le noir qu'il y a entre les étoiles. Et oui, quand on regarde le ciel à l'œil nu, on voit beaucoup de noir entre les étoiles. Après toutes les questions que je me posais moi-même quand j'étais enfant dans ma Provence natale, vous entendez mon accent provençal, tout ce noir, qu'est-ce qu'il y a dans le noir? Est-ce que c'est le vide? Non, pas du tout, le vide. Donc, le noir est rempli de choses, comme on le verra. Et donc, avec voilà, des grands télescopes puissants et des longs temps de pause, le noir commence à disparaître. Et alors, on sait aujourd'hui, je replace juste les étoiles dans un contexte plus large, vous savez que les étoiles se regroupent dans de vastes systèmes que l'on appelle des galaxies. Et nous faisons partie donc d'une galaxie particulière qui, comme vous le savez, s'appelle la Voie lactée. Alors, ce n'est pas une photographie de la Voie lactée, parce qu'on n'est pas sorti, évidemment, de cet immense système pour le prendre en photo. Mais comme il y a beaucoup d'autres galaxies dans l'univers, dont certaines ressemblent à notre Voie lactée, ben ceci, c'est une photographie d'une galaxie qui, s'il y a des extraterrestres extrêmement lointains dans des galaxies, qui prennent des clichés astronomiques de notre propre galaxie, devraient voir ça, s'ils sont placés dans la tranche de notre galaxie, un système aplati qui contient quelques centaines de milliards d'étoiles, qui sont donc autant de soleils comme notre propre étoile. Et puis, juste pour finir cette brève introduction, parce qu'après on va rentrer réellement dans la vie des étoiles et la chair des étoiles, puisque je viens de parler des galaxies, je vous montre simplement ce cliché absolument époustouflant, où l'on ne voit plus d'étoiles. On ne voit plus que des galaxies. C'est-à-dire on a regardé un champ de ciel infinitésimal, le champ découpé, le champ de vue découpé sur le ciel dans ce cliché, ça correspond à peu près à la taille d'une tête d'épingle tendue à bout de bras. Vous placez ça dans le ciel, vous prenez un grand télescope et vous voyez qu'il y a à peu près 10 000 points brillants qui sont des galaxies et non pas des étoiles. Et on commence à mesurer effectivement l'immensité de l'univers, puisque aujourd'hui on estime que dans l'univers dit observable, qui n'est évidemment pas l'univers total et réel, on estime qu'il y a jusqu'à 1000 milliards de galaxies. Dans chacune de ces galaxies, il y a des centaines de milliards d'étoiles. Donc vous imaginez le monde foisonnant des étoiles. Et l'un des magnifiques succès de la science et l'astrophysique et l'astronomie du XXe siècle, c'est d'avoir réussi à comprendre l'histoire des étoiles.
la vie, la naissance, la vie, la mort des étoiles. Ce sont des termes évidemment anthropocentriques, les étoiles ne sont pas des êtres vivants, mais bon, pour en parler devant le grand public, c'est plus convivial d'utiliser ces termes-là. Alors je reviens sur cette histoire d'obscurité entre les étoiles. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce qu'on appelle le milieu interstellaire. Le milieu interstellaire, c'est du gaz essentiellement. C'est du gaz très ténu. Ce gaz, c'est essentiellement de l'hydrogène qui est à 90% le constituant atomique le plus abondant de l'univers. Puis vous avez des traces d'autres éléments chimiques, mais c'est essentiellement de l'hydrogène qui est à basse température, donc qui émet un rayonnement très faible que notre œil ne capte pas. C'est pour ça que l'on voit du nord. Mais avec un télescope et un temps de pause suffisamment long, eh bien voilà un cliché qui montre de quoi est rempli le noir entre les étoiles. Ce sont effectivement voilà, le milieu interstellaire, ces vastes nuages de gaz dans lesquels les étoiles sont enfouies. Et donc en fait la vie des étoiles, c'est une interaction permanente avec son environnement. Et les étoiles, on va le voir, se forment à partir précisément de ce milieu interstellaire par des condensations. Alors c'est le milieu interstellaire qui nous donne parmi les plus belles images de l'astronomie. Avant, on regardait ça dans des atlas. Aujourd'hui, on va sur Google, sur Internet, et on voit des images extraordinaires prises par les grands télescopes au sol et dans l'espace. Voici quelques-uns de ces paysages cosmiques absolument époustouflants. Donc toujours de paysages galactiques, c'est-à-dire de notre environnement relativement proche, quelques centaines ou quelques milliers d'années-lumière. À l'échelle cosmique, c'est tout près. On voit bien les trois composantes. On voit la composante nébuleuse, c'est-à-dire les vastes nuages de gaz. On voit la composante stellaire, tous les points brillants, avec les couleurs, comme je vous l'ai dit. Et puis la composante obscure, noire, en fait, c'est la présence de poussière. Il y a aussi de la poussière. On ne va pas passer l'aspirateur dans l'espace interstellaire. Il y a énormément de poussière. Les poussières, ce sont des grains de graphite, des grains de choses comme ça, qui sont formés par les étoiles, comme on le verra, et qui absorbent le rayonnement. Et donc, comme je le répète, la vie d'une galaxie, c'est une interaction permanente entre ces trois composantes. Et ces couleurs, on peut se demander, mais est-ce que ce sont des couleurs artificielles ou pas, ou naturelles? Alors, elles sont un petit peu exagérées pour rendre le cliché particulièrement spectaculaire, mais elles sont malgré tout le reflet de certaines propriétés, notamment des températures, d'une part, et puis de la composition chimique qu'il y a dans ces grands nuages interstellaires et moléculaires, puisque vous avez des atomes de différentes natures, et les atomes, selon leur structure, ils absorbent la lumière et la réémettent dans certaines longueurs d'onde, donc ils jouent le rôle un petit peu de filtre, et donc ils laissent passer les couleurs naturelles, en fonction de leurs caractéristiques, et donc rien qu'en observant également ces couleurs, on a une idée sur la composition chimique. Voilà donc quelques-uns des clichés, des structures tout à fait étonnantes que l'on trouve dans ce milieu interstellaire. Regardez par exemple ici, c'est un cliché pris avec un télescope au sol à grand champ qui montre une région extrêmement riche qui est dans la constellation d'Orion. C'est un très vaste complexe moléculaire, donc ça veut dire de l'hydrogène moléculaire, de quelques centaines ou quelques milliers d'années-lumière en taille. C'est pas très loin, je crois que c'est à 5 ou 6 000 années-lumière de chez nous. Il se passe plein de choses. Ici, c'est la grande nébuleuse d'Orion où il y a plein d'étoiles en formation. Regardez cette petite structure. Alors, les astronomes amateurs la connaissent bien parce qu'elle est tout à fait accessible aussi avec des instruments que l'on achète aujourd'hui dans le commerce pour faire de l'astronomie en amateur. C'est une sorte d'excroissance du nuage qui ressemble un peu à une tête de cheval vue de loin. Donc, on l'appelle la nébuleuse de la tête de cheval. Alors, elle fait quand même 50 années-lumière de hauteur. Alors, on va s'en approcher, puisque ça, c'est un télescope à grand champ, puis on a des télescopes qui permettent d'avoir une résolution plus fine. Voici le type de cliché que peut prendre, par exemple, le fameux télescope spatial, Hubble Space Telescope, qui gravite depuis près de 30 ans au-dessus de l'atmosphère et qui, effectivement, débarrassé de turbulences atmosphériques, peut prendre des clichés magnifiques. Voici un paysage extraordinaire où l'on voit la nébuleuse de la tête de cheval, avec plus de détails. Et aujourd'hui, en combinant en fait les observations faites par plusieurs télescopes spatiaux dans l'espace, dans différentes longueurs d'onde, et les très grands télescopes au sol, qui sont installés au Chili, à Hawaï, etc., on arrive à recombiner toutes ces images pour obtenir la toute dernière et plus proche image pour l'instant de la nébuleuse de la tête de cheval. C'est celle-là. Et vous voyez qu'au plus on s'en approche, au plus c'est diffus. De loin, comme il y a des poussières,
Par contraste, c'était tout noir, on avait l'impression que c'était des sortes de blocs solides dans l'espace, mais en fait, c'est quasiment du vide. À notre échelle, la quantité de matière qu'il y a dans ces grands nuages interstellaires est plus faible que ce que nous appelons l'ultravide, que nous faisons pour certaines expériences de physique au laboratoire. Et pourtant, à l'échelle cosmique, c'est du plein, puisque c'est à partir de ces grands nuages de gaz que vont se former les étoiles. Et donc, comme je le disais, les théories de l'évolution stellaire, appuyées évidemment par des observations, nous permettent aujourd'hui de retracer les grandes lignes de l'évolution stellaire, c'est-à-dire donc les différentes étapes de l'évolution des étoiles, allant de la naissance de la vie jusqu'à leur mort, et essentiellement en fait leur transformation. Alors je vais continuer un petit peu la métaphore anthropocentrique en utilisant donc un vocabulaire qui se rapporte effectivement plutôt à la biologie. Voilà, ici c'est la matrice dans laquelle vont se former des bébés étoiles, c'est-à-dire des embryons d'étoiles. Alors, c'est cette région noire. C'est pas un trou noir, je ne vous ai pas encore parlé, j'en parlerai tout à l'heure. C'est pas un vide, au contraire, c'est un plein. C'est-à-dire, c'est un grumeau dans un nuage de gaz, un excès de densité, qui a donc accumulé des poussières. Et comme je vous l'ai dit, les poussières absorbent la lumière visible, la lumière optique. Donc, c'est tout noir. On appelle ça techniquement des globules de Bock, peu importe. On appelle aussi ça des sacs à charbon, c'est plus facile de se souvenir. Et on se dit, mais on soupçonne, par certains arguments, qu'il y a dans ces sacs à charbon, c'est là, c'est le lieu de formation, c'est la matrice où doivent se former les embryons stellaires. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'équivalent d'une échographie, c'est-à-dire on va changer de longueur d'onde pour voir dans le sac à charbon. Alors évidemment, contrairement à la médecine d'aujourd'hui où on fait des échographies en rayons X, dans l'astronomie, on fait des échographies en infrarouge, c'est-à-dire c'est un domaine de longueur d'onde. On dispose de télescopes infrarouges qui sont la plupart dans l'espace, puisque les infrarouges arrivent relativement peu au sol. Et on sait que, premièrement, l'infrarouge est beaucoup moins absorbé par les poussières, d'une part, et d'autre part que s'il y a des proto-étoiles, des embryons d'étoiles, elles ne sont pas très chaudes, donc elles doivent rayonner en infrarouge. Donc on fait ça, on regarde dans le sac à charbon en infrarouge, et on constitue l'image en fausse couleur, et on voit bel et bien des embryons d'étoiles. Vous voyez qu'elles ne sont pas sphériques. Elles sont encore en interaction dans leur milieu ambiant, interaction gravitationnelle et interaction électromagnétique. L'étape suivante, ce serait la phase d'accouchement. Vous avez donc ici une nébuleuse mère, on peut l'appeler d'une certaine façon, qui a donné naissance à toute une portée de jeunes soleils que vous voyez là, qui naissent par paquets. Ils ne naissent pas de façon isolée, ils naissent par paquets. Alors, le début de la vie d'une étoile, c'est quoi? C'est une grande sphère de gaz et d'hydrogène qui commence à être autonome, en tout cas gravitationnellement autonome, donc étant sculptée par sa propre gravité, elle prend la forme sphérique, bien entendu, et c'est une boule d'hydrogène qui, par la gravité, commence à se contracter, et en se contractant, ça commence à briller parce que ça chauffe, tout simplement. Donc ça, c'est la vie des très jeunes étoiles. On attend quelques millions d'années, c'est-à-dire très peu dans la vie d'une étoile, on a encore des étoiles très jeunes, des étoiles adolescentes, si vous voulez. Ce sont des étoiles qui ont quelques millions d'années à peine. Vous les voyez encore, elles ont augmenté en température, elles sont bleues, elles sont beaucoup plus chaudes, elles ont 10 000 ou 15 000 degrés en surface. Et vous les voyez encore entourées de lambeaux de la nébuleuse gazeuse qui les a formées. Et puis donc, à mesure qu'elles évoluent, elles vont finir par, en émettant leur rayonnement, qui exerce une véritable pression, qui va balayer le gaz interstellaire qui les a formées. Elles vont parvenir à l'équivalent, donc ce qu'on appelait le stade adulte, dont évidemment le meilleur représentant, c'est notre propre étoile, le Soleil. Donc voilà notre Soleil, une grande boule d'hydrogène de 700 000 km de rayon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, il se passe un phénomène physique fondamental. À mesure, dans les stades précédents, l'étoile se contractait. À mesure qu'elle se contractait, la température augmentait. La température, elle est plus grande, évidemment, au centre qu'au bord. Il arrive un moment dans la vie de l'étoile, un moment critique et fondamental, où la température au centre atteint une valeur de 15 millions de degrés. Ça ne s'applique pas seulement au Soleil, mais à l'ensemble, puisque la physique est universelle, à l'ensemble des étoiles de l'univers. À la température de 15 millions de degrés et dans les conditions de pression, etc., l'hydrogène qui constitue l'étoile rentre dans des réactions de fusion thermonucléaire.
en d'autres termes, une sorte de centrale nucléaire naturelle qui se forme au centre de l'étoile et qui va stopper la contraction de l'étoile sous sa propre gravité. Et paradoxalement, cette énergie énorme qui va être libérée par le cœur très très chaud, le cœur thermonucléaire de l'étoile, qui aurait tendance à la faire exploser, va compenser exactement, va s'ajuster en fait à la pression gravitationnelle et l'étoile va rentrer dans cette phase donc de maturité dans le cycle le plus long de son existence, c'est-à-dire dans un état stable où elle va tranquillement, entre guillemets, brûler son carburant, le carburant qui est au centre, c'est-à-dire transformer l'hydrogène à haute température, le transformer en d'autres éléments plus lourds, essentiellement de l'hélium, et puis comme on le verra après, d'autres éléments plus lourds. Voilà, donc c'est comme ça que fonctionnent les étoiles, grâce à la fameuse équation E égale mc2 qu'Einstein a conçue pas très loin d'ici, au bureau de brevet de Berne, comme vous le savez sans doute. Donc une petite partie de l'énergie de fusion thermonucléaire, la conversion d'hydrogène en un noyau d'hélium, une petite partie de la masse est transformée en énergie, et c'est cette énergie donc qui est libérée. Alors, les réactions, en fait, les réactions nucléaires qui se déroulent au centre du Soleil, bon, ne regardez pas le détail, c'est juste pour vous donner une idée, et encore c'est une faible idée de la complexité des réactions nucléaires, mais il a fallu attendre les années 1930 seulement pour comprendre le fonctionnement des étoiles, c'est-à-dire le développement de la physique nucléaire suffisamment avancé pour comprendre qu'effectivement, à haute température, on pouvait fusionner les éléments dans des cycles compliqués, des cycles de l'hydrogène, des cycles un peu plus complexes. Les deux interviennent dans le Soleil. Ce qui importe, c'est le bilan général de tout cela. Le bilan général, c'est 4 noyaux d'hydrogène à haute température se collent ensemble pour former un noyau d'hélium et la petite perte de masse se traduit par une libération d'énergie. Contrairement à ce que vous pourriez penser, cette énergie, ce n'est pas uniquement de l'énergie électromagnétique, ce n'est pas uniquement de la lumière, symbolisée ici traditionnellement par la lettre grecque gamma, pour symboliser les photons, les particules de lumière. La moitié de l'énergie solaire est évacuée sous forme d'un flot de particules assez étranges qu'on appelle des neutrinos. Et nous recevons au moins autant de neutrinos à chaque instant que de photons. Même nous en recevons bien davantage parce qu'il suffit de se protéger, de mettre un écran pour ne pas recevoir les photons du Soleil, ce qui est le cas ici par exemple. En revanche, les neutrinos traversent toute la matière, donc nous recevons en permanence à peu près chaque centimètre carré de notre peau, de notre corps, reçoit chaque seconde 60 milliards de neutrinos qui viennent du cœur du Soleil. Sans compter tous les neutrinos qui viennent des milliards d'étoiles de l'univers et les neutrinos même qui viennent du Big Bang. Vous ne sentez rien, ça nous traverse, nous n'existons pas pour les neutrinos. La Terre même n'existe pas pour la majeure partie des neutrinos. Ça a donc été un défi technologique extraordinaire que de concevoir des télescopes à neutrinos, c'est-à-dire des instruments matériels qui vont malgré tout chercher une interaction avec ces particules évanescentes. Donc ces instruments ont été effectivement conçus et à partir des années 70, on a eu des détecteurs de neutrinos, d'abord des neutrinos solaires, puis après des neutrinos venant d'autres processus. Voici 3 de ces détecteurs. Ici, c'est au Japon, ici, c'est en Antarctique, et puis ici, c'est au large de Toulon, un détecteur sous-marin. Donc voilà, je n'ai pas trop le temps de vous parler de la physique des neutrinos qui est assez fascinante. Je dis que les neutrinos donc, ont très peu d'interaction avec la matière, donc il faut construire d'énormes détecteurs qui sont des blocs de matière où, selon la loi de la physique quantique, la probabilité d'interaction n'est pas totalement nulle, elle est faible, mais elle n'est pas totalement nulle. Et c'est grâce à ça que dans des sphères d'eau, ou dans 1 kilomètre cube de glace, le détecteur là, il s'appelle Ice Cube, c'est un cube de glace de 1 kilomètre cube en Antarctique, il y a tellement de particules matérielles que les milliards de neutrinos qui les traversent, il y en a 2 ou 3 qui interagissent, c'est ça le détecteur de neutrinos. Voilà. Et on apprend des tas de choses évidemment sur ce qui se passe au centre du Soleil, parce que le Soleil, c'est constitué d'un plasma. La lumière qui sort du Soleil, les photons, les grains de lumière qui sortent des réactions thermonucléaires, vous savez que la lumière fait du 300 000 km/s, mais uniquement dans le vide. Dès qu'elle est dans un milieu, le photon interagit avec des particules électrisées, par exemple. Alors, le plasma solaire, il est plein de protons, d'électrons, etc., etc. Donc le grain de lumière est mis au centre pour atteindre déjà la surface, pour se libérer de la matière solaire, c'est-à-dire pour parcourir juste les 700 000 km que sont le diamètre du Soleil. Dans le vide, il lui faudrait à peine 2 secondes et quelques. Et là, il lui faut 10 millions d'années.
Bon, c'est-à-dire que quand on regarde la lumière du Soleil, on sait que c'est une lumière qui a pris sa source déjà il y a des millions d'années. Et puis elle s'est évidemment dégradée, elle s'est refroidie sur son trajet. En revanche, et donc on ne voit pas, en plus le cœur du Soleil est opaque, on ne voit que la surface, on ne voit que la peau du Soleil. En revanche, le neutrino, puisqu'il ignore la matière, ben, le neutrino pratique, lui, il va à la vitesse de la lumière, dans le vide, quasiment. Donc, dans ces conditions-là, le neutrino va plus vite que la lumière parce que ce n'est pas dans le vide. Donc, le neutrino traverse le Soleil en 2 secondes, plus 8 minutes pour arriver à la Terre. Donc, quand on a un détecteur de neutrinos, on voit en direct le Soleil. Et pas dans un décalage de plusieurs millions d'années. Et en plus, on voit le cœur du Soleil. Et donc, depuis qu'on a un détecteur de neutrinos solaires, on a considérablement affiné notre compréhension des réactions thermonucléaires qui se déroulent au cœur du Soleil. Alors bon, tout ça, c'est la phase dans laquelle les étoiles vont passer la majeure partie de leur vie. Et puis il arrive un moment où le carburant s'épuise. Le carburant, c'est l'hydrogène, dans le cœur de l'étoile. Alors à partir du moment où le carburant s'épuise, il y a une variation dans le débit d'énergie et l'étoile change de structure, elle commence à se dilater. Elle se gonfle, elle devient ce qu'on appelle une étoile géante rouge. Il existe déjà évidemment dans le ciel des étoiles parvenues à ce stade et qui nous donnent une image, une idée de ce que deviendra le Soleil au terme de son évolution stellaire. Voilà, aussi évidemment c'est un montage qui montre la taille que peut atteindre une étoile, aujourd'hui de type solaire, et qui devient aussi grosse que par exemple une étoile brillante dans le ciel qu'on appelle Aldébaran ou Antares, c'est également des étoiles visibles à l'œil nu qui sont des étoiles devenues géante rouge. Et on a calculé, grâce aux théories de l'évolution stellaire, que dans 4 à 5 milliards d'années, le Soleil sera géante rouge, donc atteindra cette taille-là. Et si on le replace dans le contexte du système solaire, voici le Soleil futur. Et il est devenu tellement grand qu'il englobera les orbites des planètes pas trop éloignées, jusqu'à peut-être l'orbite de Mars. En tout cas, la Terre, si elle est toujours là dans 4 à 5 milliards d'années, circulera à l'intérieur d'un Soleil extraordinairement dilaté. Donc le sort de notre planète, il est lié vraiment au sort de notre étoile. Et évidemment, ce n'est pas uniquement les éruptions solaires, etc., qui sont des petits soubresauts de rien du tout de notre étoile, mais qui influencent quand même notre planète. Là, carrément, ce sera la fin et la fusion de notre planète. Alors, pour en revenir à une image d'astronomie, parce qu'évidemment, ça, c'est un montage, voici maintenant la mort d'une étoile ordinaire de type solaire, en image. Cette magnifique image, on voit une couronne gazeuse qui fut l'enveloppe gazeuse de la géante rouge, tellement dilatée dans l'espace que finalement, elle ne va plus être liée gravitationnellement au cœur et elle va se diluer lentement dans le milieu interstellaire. Et puis, le point brillant central, c'est le réacteur nucléaire, c'est le cœur de l'étoile qui, lui, au contraire, délivrant de moins en moins d'énergie, va à nouveau être dominé par la gravité et il va se contracter et se refroidir lentement pour donner le type le plus commun de résidus stellaires que l'on va appeler une naine blanche. Alors voici donc ce magnifique cliché qui représente donc les morts ordinaires d'étoiles. Quand je dis ordinaire, c'est toutes les étoiles de moins de 10 fois la masse du Soleil finissent de cette manière-là, et ça représente 90% de toutes les étoiles de l'univers. Voilà. Alors voici quelques clichés juste pour le plaisir des yeux, parce que ces objets-là peuvent avoir des structures magnifiques. Voilà, ça c'est la mort d'une étoile, une nébuleuse qu'on appelle la nébuleuse de l'œil de chat. Et puis ça, c'est une nébuleuse qui s'appelle la nébuleuse du papillon. Il y a une sorte, voici une éjection asymétrique de matière. Quand on regarde avec plus de résolution les parties périphériques de la nébuleuse, enfin, du vestige gazeux de l'étoile, qui est en expansion dans l'espace, avec un instrument à haute résolution comme le télescope spatial Hubble, voici ce que l'on voit. On voit des jets de matière. Alors, pour poursuivre l'analogie anthropocentrique, on appelle parfois ceci des spermatozoïdes cosmiques. Alors, il n'y a rien de vulgaire là-dedans, c'est parce qu'en fait, on sait que l'étoile, elle a fabriqué par son alchimie, c'est-à-dire la transformation de l'hydrogène en hélium, puis à plus haute température, la transformation de l'hélium en quoi? En carbone, oxygène et un peu d'azote. Essentiellement du carbone, d'ailleurs. Voilà. Et donc ce carbone et cet oxygène va effectivement se retrouver dans ces éjections de gaz qui vont se propager dans l'espace à des vitesses de quelques centaines de kilomètres par seconde, et au bout de quelques milliers d'années, ils vont finir par aller ensemencer, féconder les nuages interstellaires en leur apportant les éléments chimiques fabriqués par l'étoile morte. On commence à comprendre, à se voir se profiler cette histoire d'étoiles qui vont effectivement
naître, vivre, mourir d'une certaine façon, mais en produisant quelque chose qui va être incorporé dans les générations suivantes. Et il va y avoir toute une succession de générations tout au long de l'histoire cosmique, long de 14 milliards d'années depuis le Big Bang. Alors voici par exemple une autre photographie voilà, d'une étoile de type solaire moribonde. Et donc l'objet central, lui, s'est contracté, comme je vous l'ai dit, sous sa propre gravité. La matière commence à résister sous cette contraction, ça devient une matière à haute densité. Et donc pour les étoiles pas très massives, la contraction s'arrête à un certain stade, qu'on appelle un stade de naine blanche, où grosso modo, en fait, vous avez le cœur de l'étoile qui fait à peu près la masse de l'étoile, quoi, comme la masse du Soleil, qui se contracte pour former un corps qui est à peu près la taille de la planète Terre. Voilà. Mais si vous mettez une masse solaire qui fait en fait 1 million de fois la masse de la Terre dans le volume de la Terre, vous trouvez que la densité moyenne de ces naines blanches est de l'ordre d'une tonne par centimètre cube. C'est-à-dire en dé à coudre la matière d'une naine blanche ramenée sur Terre pèserait 1 tonne. Donc c'est une matière extrêmement dense, extrêmement serrée, mais dont on comprend parfaitement la structure par les lois de la physique quantique. Et puis c'est du carbone essentiellement, puisque le cœur de l'étoile s'est transformé en carbone. Mais c'est du carbone à très très haute densité. Et ce carbone va se refroidir au cours du temps parce que l'étoile n'émet plus d'énergie. Et donc voilà, ces naines blanches elles mettent très longtemps à se former, mais par exemple dans les amas globulaires, j'en ai parlé tout au début, ce sont les amas d'étoiles extrêmement anciens, c'est les premières étoiles que l'on voit là. Donc des étoiles qui ont plusieurs milliards d'années, donc il y en a beaucoup qui ont commencé à former des naines blanches. Donc ça par exemple c'est un amas de vieilles étoiles dans notre galaxie, et grâce au télescope spatial, en regardant dans ce tout petit carré-là, on voit des lueurs extrêmement faibles, ça c'est des étoiles qui ne sont pas encore tout à fait mortes, hein, le brille, et puis ça ce sont les cadavres, ce sont déjà les résidus de quelques-unes de ces étoiles qui sont qui sont des naines blanches. Et ces naines blanches, au cours du temps, au cours de milliards d'années, elles vont se refroidir, elles vont devenir des naines noires, mais comme elles sont constituées de carbone, le carbone va se cristalliser. Vous devinez ce que ça devient du carbone cristallisé? Ça devient du diamant. Donc le sort de 90% des étoiles dans l'univers, à très long terme, c'est de fabriquer des diamants de la taille de planètes. Alors évidemment, ne rêvez pas trop, mesdames, c'est les diamants que nous ne pourrons jamais les récupérer, puis même si on pouvait les récupérer, on ne pourrait pas les porter au cou, parce que je vous dis, c'est la structure de diamant, mais compactée jusqu'à des densités de la tonne par dé à coudre. Bien, alors ça c'est 90% dans la vie des étoiles. Oui, mais alors... ok, ça, d'accord, ça explique l'existence du carbone, enfin, de quelques éléments légers, hein, voilà, le carbone et l'oxygène, qui sont fondamentaux, évidemment, après, pour le développement de la chimie. Mais le reste, alors? Ben, le reste, il est formé par les 10% d'étoiles qui restent, en fait, qui sont plus massives que le Soleil, suffisamment plus massives, au moins 10 fois plus massives que le Soleil. Et on sait que ces étoiles connaissent une évolution beaucoup plus fulgurante, elles vivent d'abord beaucoup moins longtemps, elles sont très dispendieuses en énergie, elles brûlent à toute allure leur carburant, et ça ne s'arrête pas du tout à la fabrication de carbone et d'oxygène, ça continue, les réactions thermonucléaires s'emballent, et tout ça converge pour... Alors, avant cet emballement-là, les étoiles également ajustent leur structure, elles le gonflent, et au lieu de devenir des géantes rouges, comme le processus est exacerbé, elles deviennent des super géantes rouges. Alors, vous avez... J'imagine que vous connaissez ce nom, ce beau nom arabe d'étoile Bételgeuse qui se trouve dans la constellation d'Orion. C'est précisément une supergéante rouge. Voilà, c'est une étoile massive qui est parvenue un petit peu au terme de cette évolution. Et aujourd'hui, les progrès de l'observation astronomique, les télescopes géants que l'on utilise, sont tels que l'on commence pour la première fois, c'est assez récent, depuis quelques années seulement, à commencer à voir les étoiles, non plus de façon ponctuelle, comme on le faisait avant, mais on commence réellement à deviner la taille de ces étoiles, mais ce sont des étoiles extraordinairement dilatées. Alors le plus intéressant dans cette affaire-là, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, une fois que le flot des éléments chimiques fabriqués au centre de l'étoile a convergé vers le fer, donc il y a un cœur de fer qui se forme, et là il y a l'équivalent de l'infarctus. C'est-à-dire le cœur de fer, en une fraction de seconde, va s'effondrer sur lui-même. Et il va donner naissance à un deuxième type de résidu stellaire beaucoup plus concentré qu'une naine blanche. Ça s'appelle une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, c'est une sorte de noyau atomique géant neutre, c'est-à-dire formé de neutrons, mais extraordinairement compactés, ayant la masse à peu près d'une étoile, comme le Soleil, mais confiné dans un rayon de dizaines de kilomètres à peine.
Donc cette fois-ci, ça veut dire qu'un dé à coudre de la matière d'une étoile à neutrons pèserait 100 milliards de tonnes. Je ne sais pas si vous réalisez, mais 100 milliards de tonnes, c'est la masse du Mont Blanc. Vous le rentrez dans un dé à coudre, vous avez l'idée des densités qui règnent dans ces étoiles à neutrons. Une fois que l'étoile à neutrons est formée, les couches gazeuses de l'étoile, dans un premier temps, tombent à grande vitesse dessus. Et elles rebondissent, et par des phénomènes compliqués, faisant intervenir également des neutrinos, tout un ensemble de choses, ça explose. Et vous avez ces magnifiques explosions d'étoiles qu'on appelle des supernovas. Donc les supernovas, ce sont des morts explosives d'étoiles massives. Alors là, vous voyez un vestige de supernova, assez jeune, hein. Il a un peu moins de 1000 ans, parce que cet objet s'appelle la supernova 1054, parce qu'elle a été vue à l'œil nu en l'an 1054 par l'astrologue de l'empereur de Chine, dont le travail consistait à repérer dans le ciel des événements inhabituels, apparition de comètes par exemple, apparition d'objets célestes qu'il interprétait évidemment en termes uniquement de présage astrologique, parce qu'à cette époque on ignorait tout de l'astrophysique dont je vous parle aujourd'hui. Et donc pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui que pendant les quelques jours ou quelques semaines qui suivent le rebond et le début de l'expansion de l'étoile qui explose en supernova, eh bien l'énergie libérée, elle est phénoménale. En quelques jours, la supernova libère autant d'énergie que le Soleil pendant toute sa vie, 10 milliards d'années. Oui, j'ai oublié de vous le dire. Hein. La vie typique d'une étoile comme le Soleil, en état stable, avant qu'il se transforme en géante rouge, etc., c'est de l'ordre de 10 milliards d'années. Et le Soleil a 4,5 milliards d'années, donc je vous rassure, il est en milieu de vie, il est en pleine santé. Voilà. Bien. Donc je reviens à mes supernovas. Voilà. Donc oui, l'énergie libérée donc en quelques jours est l'équivalente à l'énergie du Soleil de notre étoile pendant toute sa vie. Et donc on peut imaginer qu'il y a des supernovas qui explosent dans notre galaxie, pas trop cachées par des poussières dans les galactiques. Elles sont tellement brillantes qu'on peut les voir à l'œil nu, non seulement la nuit, mais en plein jour. Et c'est bien ce qu'avait décrit cet astrologue de l'empereur de Chine. Il avait vu une étoile apparaître dans le ciel. Pour lui, c'était une étoile invitée qui venait inaugurer le règne du nouvel empereur. Puis l'étoile s'est éteinte, il ne savait pas pourquoi, évidemment. Bon, alors aujourd'hui, évidemment, la luminosité finit par décroître au bout de quelques mois ou de quelques semaines. Mais aujourd'hui, avec nos grands instruments, on continue 1000 ans plus tard, à peu près 1000 ans plus tard, à voir l'explosion se poursuivre dans le ciel. Et on voit visiblement, par rapport au cas précédent, que c'est beaucoup plus violent. Là, vous avez une mort cataclysmique d'étoiles avec l'atmosphère de l'étoile, ce qui fut jadis l'atmosphère de la géante rouge ou de la supergéante rouge, déchiquetée par une véritable explosion, une sorte de bombe, effectivement, dans l'espace, qui va produire un effet extraordinaire dans le milieu interstellaire. Alors, voici une image d'une partie d'un vestige de supernova plus ancien, qui a quelques dizaines de milliers d'années, et qui forme une grande bulle qui va se propager dans l'espace. Donc on ne voit qu'un tout petit bout d'une énorme bulle, hein, vous pouvez compléter par la pensée, une énorme bulle circulaire engendrée par une étoile disparue qui est à peu près au centre de ce grand cercle-là. Voilà. Et ce vestige gazeux circule dans l'espace, continue à se déplacer dans l'espace à la manière d'une sorte de bulldozer. J'utilise vraiment des termes très terrestres hein, pour faire sentir les choses. On appelle ça en physique une onde de choc. Et cette onde de choc, lorsqu'elle va rencontrer des nuages interstellaires froids, elle va éventuellement les déstabiliser, déclencher leur contraction, donc déclencher des naissances de jeunes étoiles. Donc c'est la mort d'une étoile massive qui va déclencher des naissances de jeunes étoiles. Mais en outre, et c'est ça la grande leçon de l'astrophysique stellaire du XXe siècle, l'étoile, par l'alchimie des réactions thermonucléaires, a fabriqué toute la chaîne des éléments chimiques que nous connaissons dans le Talmud de Mendeleïev. Et donc voilà, nous avons dit, écrit cette phrase qui semble poétique, nous sommes poussière d'étoiles, ce n'est pas de la poésie, c'est de l'astrophysique bien comprise, parce qu'on a compris aujourd'hui que ce sont bel et bien les étoiles massives et les supernovas qui fabriquent les éléments lourds dont nous sommes constitués. Voilà. Et donc ces éléments lourds sont injectés, comme je le dis, dans le milieu interstellaire. Et donc nous sommes indirectement les enfants de ces étoiles-là. Alors justement, on s'interroge, notre propre étoile à nous et notre planète, notre propre système solaire, comment s'est-il formé? Alors d'abord, il y avait eu évidemment des théories, comme toujours. La formation du système solaire avait été imaginée justement comme la contraction
d'une nébuleuse gazeuse, qu'on va appeler la nébuleuse présolaire. Il faut qu'elle s'effondre pour former des condensations. Il y a plusieurs manières de faire s'effondrer. Une manière, justement, c'est un événement extérieur cataclysmique qui va déclencher l'effondrement. Donc, symboliquement, je fais apparaître, je ne sais pas si vous l'avez vu, je reviens en arrière. Voilà, hop, je fais apparaître une supernova, qui, par contre-coup, va déclencher la contraction de la nébuleuse présolaire. En raison de ce qu'on appelle le moment angulaire, la nébuleuse va se mettre en rotation, elle va essentiellement s'aplatir. Vous avez une grosse condensation centrale qui va finir par donner une étoile comme le Soleil, et puis autour un disque de gaz et de poussière qui s'aplatit et qui est en rotation. Avec la gravité qui rassemble la matière dans des régions privilégiées, des sortes d'anneaux. Dans les anneaux, vous avez des grumeaux, c'est-à-dire des petits excès de densité. Dès que vous avez un grumeau, comme la gravité est attractive, le grumeau va grossir au détriment de son environnement. Il va balayer tout ce qui se trouve sur sa trajectoire. Il va grossir. Et en partant d'un grain de poussière initial, en quelques 2 à 3 millions d'années à peine, vous formez le système solaire tel qu'il est, les planètes. Alors ça, c'est un schéma qui avait été imaginé, puis ce schéma, il est confirmé aujourd'hui par de nombreuses observations astronomiques sur des systèmes stellaires qui sont aujourd'hui en formation. Voilà. Puis alors, on a en fait un véritable acte de naissance de notre propre système solaire, c'est-à-dire un vestige minéral à travers une météorite qui est tombée sur Terre, enfin plusieurs météorites, qui ont pris leur origine dans la nébuleuse présolaire. C'est-à-dire, toutes les particules de la nébuleuse présolaire n'ont pas été incorporées dans le Soleil, dans les comètes, dans les planètes, etc. Il y en a qui sont formés des cailloux, tout simplement. Voilà. De différentes tailles. Et puis après, tout au long de l'évolution, quelques milliards d'années, l'histoire du système solaire, il y a des cailloux qui passent près de la Terre, et puis qui sont capturés par le champ de gravité, ils tombent sur Terre, ce sont des météorites. Voilà. Donc une petite partie des météorites qui tombent sur Terre, parce qu'il en tombe beaucoup, vient de la nébuleuse présolaire. Si on a la chance de recueillir ce type de météorites, on a des méthodes pour dater l'âge des météorites. Et donc on va dater l'âge du système solaire. Alors précisément, notamment une météorite particulièrement célèbre, la météorite Allende, est tombée en 1969 dans des champs agricoles au Mexique. C'était l'époque où on avait commencé à construire les laboratoires d'analyse minéralogique à Houston, au Texas, parce que c'était l'époque des missions Apollo, où on voulait ramener des échantillons de roches lunaires pour les analyser, donc ça tombait bien. Donc voilà les fragments de la météorite qui avaient été recueillis, avec quelques inclusions cristallines contenant des éléments particuliers, sous des formes qu'on appelle des isotopes. Chaque élément chimique intervient sous plusieurs formes, dont des isotopes radioactifs. Et précisément, la radioactivité permet de dater des objets. Voilà. Et donc, grâce à ces datations radioactives de la météorite Allende et d'autres météorites de même nature, on en a déduit de façon très précise l'âge de notre système solaire, l'âge de la roche, donc l'âge du système solaire, c'est 4,568 milliards d'années. Mais plus que ça, je vous dis, c'est un acte de naissance. Quand vous allez à la mairie déclarer la naissance d'un bébé, alors vous donnez la date de naissance, ok, on l'a ici, mais en principe, vous êtes censé donner le nom des géniteurs, des parents. Eh bien, d'une certaine façon, on a une idée des géniteurs du système solaire. L'étoile qui a explosé, qui a donné naissance à notre système solaire. Pourquoi ? Parce qu'on avait des modèles théoriques qui disaient que lors de l'explosion d'une supernova, non seulement il y a l'onde de choc gazeuse, etc., qui va se propager dans l'espace, ensemencer les espaces interstellaires avec des éléments chimiques, mais vous avez aussi des particules à haute vitesse et à haute énergie qu'on appelle des rayons cosmiques qui sont émis, qui vont bombarder les espaces interstellaires, et quand ils vont frapper des grains de poussière interstellaires, ils vont modifier de façon subtile leur composition chimique et isotopique en produisant des éléments très spécifiques, des isotopes du magnésium, de l'aluminium, dans des proportions particulières. Et c'est ce qui est trouvé dans la nébuleuse, dans la météorite Allende. Et donc, on en a conclu que notre système solaire, elle avait bel et bien été déclenché très probablement par l'explosion d'une supernova il y a à peu près 5 milliards d'années. On lui a même donné un nom à cette supernova. On lui a donné le nom qui a complètement disparu aujourd'hui. Simplement, on en a des éléments en nous, puisque c'est elle qui a fabriqué les atomes dont nous sommes composés. On l'a appelée Coatlicue, qui, comme vous le savez, en langue aztèque, ça veut dire la maman du soleil. C'est joli, voilà. Et on a même estimé par des modèles astrophysiques qu'elle devait faire 12 fois la masse du soleil. Voilà. Pour nous rapprocher du nard de l'étoile, on va s'intéresser maintenant au résidu central, au résidu stellaire. Cette étoile à neutrons qui s'est formée
au centre. Alors les étoiles à neutrons, comme beaucoup des objets les plus fascinants de l'astrophysique d'aujourd'hui, ont d'abord été inventés par des théoriciens sur le papier, avant qu'il y ait des observations qui les mettent finalement en évidence. Voilà. Alors, par exemple, il y a une étoile à neutrons, l'étoile à neutrons responsable de l'explosion de la supernova 1054. Elle a fini par être détectée en faisant un zoom sur les régions centrales. C'est un cliché du télescope spatial. Bien, on voit plusieurs objets. Alors, croyez-moi sur parole, il faut croire sur parole quand on vous raconte des choses un petit peu extravagantes. Là, voilà, c'est cet objet-là qui est l'étoile à neutrons résiduelle. Les autres, ce sont des objets qui sont juste sur la ligne de visée, qui n'ont rien à voir. Voilà. Alors en fait, on sait que c'est l'étoile à neutrons parce qu'elle a une propriété bien particulière, elle clignote, elle s'allume et elle s'éteint. C'est ce qu'on appelle un pulsar. Alors c'est quoi les pulsars? Ce sont des étoiles à neutrons formées dans les supernovas qui présentent deux caractéristiques particulières dont je vais vous parler. Mais avant de vous parler, je vous raconte juste une petite anecdote, la découverte des pulsars. Tout à fait inattendue. Les astronomes avaient totalement oublié la prédiction théorique de l'existence des étoiles de neutrons qui a été faite dans les années 1930. 35 ans plus tard, on est dans les années 60, des radioastronomes britanniques mettent au point des radars, des radiotélescopes plus sensibles. Ils braquent ça vers le ciel. Et ils ont l'immense surprise. Alors, c'était une jeune étudiante qui s'appelait Jocelyn Bell, qui faisait une thèse, comme ça, voilà, une thèse purement expérimentale. Hein. Elle a la surprise de voir ce type d'enregistrement. Bon, à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur comme ça. Il y avait des feuilles de papier qui défilaient avec le stylet qui notait l'intensité de l'onde radio transformée en signal électrique variable au cours du temps, dont il y avait des pics régulièrement espacés. Entre les pics, c'était silence radio, enfin, c'est le cas de le dire. Voilà. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les pics étaient régulièrement espacés. On avait des véritables métronomes cosmiques, au point que le premier jour, on a cru que c'était un problème instrumental. Et puis après, le deuxième jour, c'est peut-être pas un problème instrumental. Et puis le troisième jour, mais c'est quoi? C'est peut-être un signal artificiel. Et moi, je me souviens à cette époque, j'étais tout jeune, c'était dans la fin des années 60, mais enfin, je m'intéressais déjà un petit peu à ça. Je me souviens de quelques articles qui étaient parus dans la presse, où ils disaient, on a peut-être détecté le premier signal de civilisation intelligente qui nous fait envoie un signal, tac, 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 pour dire on est là. Et puis ils en découvrent 2, 3, 4, avec des rythmes différents. Donc on se dit, ils ne sont pas tous les extraterrestres ne sont pas en train de communiquer avec nous en même temps, c'est pas possible. Donc il va y avoir une explication. Dont l'explication, elle a été donnée effectivement par les théoriciens. Donc ça, c'est l'un de ces théoriciens, un type très sympa, qui malheureusement décédé l'année dernière, qui s'appelle Franco Pacini, qui a expliqué le phénomène. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'on observait en fait une étoile à neutrons ayant deux propriétés particulières. J'insiste ça parce que le noir de l'étoile, comme je vais l'expliquer, va être très lié à ce phénomène-là. Vous avez donc cet objet extraordinairement dense qui va premièrement tourner très rapidement sur lui-même. Pourquoi? C'est une grande loi de la physique qui s'appelle la conservation du moment angulaire. Alors je rassure les enfants et les oreilles parce que ce terme est compliqué. Vous avez vu du patinage artistique à la télévision? Forcément, peut-être même en direct, ici. Bon, vous avez tous remarqué quand un patineur ou une patineuse fait une pirouette, commence à tourner, lorsque les bras se rapprochent, vous avez remarqué que la vitesse de rotation accélère? C'est une manifestation de cette loi de la physique. Conservation d'une quantité globale de rotation qui fait intervenir à la fois la taille et la vitesse angulaire. Donc si vous rétrécissez en taille, pour compenser, vous augmentez la vitesse de rotation. Les étoiles, c'est pareil. Donc les étoiles, dans leur état normal, tournent plutôt lentement. Le Soleil met à peu près 28 jours pour tourner, quelque chose comme ça. Et s'il se rétrécissait à la taille d'une étoile à neutrons, il se mettrait à tourner une dizaine de tours par seconde. Donc c'est ça, l'étoile à neutrons. Ça tourne très rapidement. Celle qui est dans le vestige de la supernova, 1054, tourne 30 fois par seconde. 30 tours par seconde. Le plus rapide des pulsars, parce qu'aujourd'hui on en connaît plusieurs milliers de pulsars, le plus rapide que l'on connaisse fait 600 tours par seconde. Vous imaginez une étoile qui tourne 600 fois sur elle-même, chaque seconde. Bien. La deuxième propriété, c'est ça qui va permettre de les voir et de les détecter, et c'est ça qui va permettre effectivement l'existence du concert de ce soir, c'est un champ magnétique. Toutes les étoiles ont un champ magnétique. Mais quand l'étoile se rétrécit, le champ magnétique est concentré sur une surface tellement petite qu'il est augmenté de plusieurs milliards. Donc il devient d'une intensité phénoménale, au point que juste au-dessus des pôles magnétiques, en fait, les lignes de champ magnétique capturent toutes les particules électrisées de l'espace, elles les fait spiraler et ça émet un rayonnement, essentiellement dans le domaine radio. Mais ce rayonnement, il est très localisé, dans un faisceau très étroit qui balaye l'espace et ça tourne comme un phare. Donc on a des phares cosmiques, tout simplement.
Voilà. Et donc, l'explication de tout ça, chaque pic, c'était le balayage du faisceau devant la fenêtre du radiotélescope. La régularité extraordinaire, c'est la régularité incroyable de la vitesse de rotation des étoiles à neutrons, qui sont des horloges naturelles les plus stables de la nature. Vous avez des variations, on appelle une étoile à neutrons ralentie au cours du temps, mais les durées de ralentissement sont de l'ordre de quelques centièmes de milliardièmes de seconde par siècle. Vous imaginez? C'est super comme horloge. Hein, Patek Philippe n'a pas fait mieux. Bon, bien. Voilà. Donc voilà, on a ces métronomes cosmiques tout à fait fascinants, produits par les supernovas. Il reste maintenant le dernier cas de figure pour l'évolution stellaire, sans doute le plus étonnant, le plus fascinant, qui concerne une toute petite fraction d'étoiles. Peut-être une étoile sur 10 000 est suffisamment massive pour être condamnée à un sort beaucoup plus poussé que celui des... Alors j'ai mis ce petit poème que j'aime beaucoup de Guy Evic, là, voilà, où il dit que dans tout le fouillis des étoiles, il y a quelques étoiles qui sont condamnées. Alors effectivement, là, dans cette petite carte du ciel, il y a dans la constellation dite de la Carène, il y a une étoile hypermassive qui s'appelle Eta Carina. Et cette étoile, elle est hypermassive. Bon, je vais vous la montrer. Elle est là. Elle fait 120 fois la masse du Soleil. Elle est en très mauvaise santé. Hein. Ça se voit tout de suite. Hein. Ça ne va pas du tout, là. Bon, voilà. Et donc, elle va exploser. Quand elle va exploser, ça va être pire qu'une supernova. C'est-à-dire ça, on appelle ça une hypernova. Mais ce qui va nous intéresser, qu'est-ce qui se passe au centre? Alors déjà, l'hypernova, elle va libérer, en quelques secondes seulement, autant d'énergie, pas que le Soleil pendant toute sa vie, autant d'énergie qu'une galaxie tout entière. C'est un phénomène absolument cataclysmique. Voilà. Et on les observe aujourd'hui, heureusement pas dans notre galaxie, très loin, sous la forme de ce qu'on appelle des sursauts gamma. Voilà. Et donc à chaque fois qu'on observe un sursaut gamma, il y a un trou noir qui se forme. Oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais vous l'avez deviné. Qu'est-ce qui se forme au centre de cette étoile? Le cœur est tellement massif que les lois connues de la physique nous disent que lors de l'effondrement du cœur de cette étoile-là, la matière ne peut plus résister. Elle est broyée, naine blanche, broyée, étoile à neutrons, broyée. Et il arrive au moment où la matière s'effondre indéfiniment, sans frein. Et elle va former donc l'objet le plus fascinant de la physique que l'on appelle un trou noir. Voilà. Alors normalement, quand je commence à parler des trous noirs, ça prend 1 heure, donc j'ai pas le temps. Donc voilà. Donc je veux dire très rapidement. Alors le trou noir, effectivement, c'est pas la description un peu naïve que je viens de faire. C'est effectivement pas un effondrement qui va finir par former un point de densité infinie. C'est un truc un peu plus compliqué et bien plus intéressant qui fait intervenir les lois de la physique relativiste, l'espace-temps courbe, élaborées donc selon les théories d'Einstein de la relativité générale. Simplement. Bon, moi, j'ai consacré une grande partie de mon travail de chercheur au trou noir, à la physique des trous noirs. Comment ça fonctionne? Pas à l'observation des trous noirs, mais comment le trou noir, par définition, c'est l'objet invisible. C'est l'astre noir, c'est l'astre invisible par excellence. Sauf que s'il est entouré de quelque chose, s'il est entouré de matière, on peut avoir des signatures indirectes de sa présence. Sa présence au noir va influencer ce qu'il y a autour. Alors, par exemple, vous pouvez avoir un disque de gaz autour qui va tourner. Et le disque de gaz va être progressivement aspiré et avant de disparaître dans le trou noir, il va émettre des rayonnements. Tout ça, ça se calcule à l'avance et c'est aujourd'hui observé. Alors pourquoi il peut y avoir des disques de gaz? Parce que par exemple, certains trous noirs se forment dans des couples d'étoiles. Bon, je ne vous l'ai pas dit, mais la plupart des étoiles vivent comme nous en couple, contrairement au Soleil. Et donc dans un couple stellaire, vous pouvez avoir une étoile de faible masse qui reste très longtemps à l'état gazeux. L'étoile de plus grande masse est transformée en trou noir et parvenue à ce stade, je reviens en arrière, le trou noir va fonctionner comme un aspirateur gravitationnel et va arracher progressivement l'enveloppe gazeuse de l'étoile partenaire. Donc le gaz va s'enrouler autour du trou noir, être chauffé à des millions de degrés, émettre des flopées de rayons X, et c'est ce qui est détecté maintenant dans le ciel depuis les années 1970. Voilà. Alors, toujours dans le contexte s'approcher... Alors, vous voyez qu'il ne faut pas trop s'approcher trop près de trous noirs, hein, parce qu'on risque d'être aspiré, hein, même si on est une étoile entière. Voilà. Alors, il y a aussi des trous noirs eux-mêmes qui vivent en couple. Il y a des couples de trous noirs. Et quand ils s'approchent l'un de l'autre, parce que forcément les couples se rapprochent,
Ils perdent de l'énergie en tournant l'un autour de l'autre. Voilà. Et donc, mais quand ils se rapprochent, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, et c'est prévu aussi par la théorie d'Einstein, la relativité générale. Einstein avait prévu que l'espace-temps souple, élastique, il est constamment traversé de vibrations, des ondulations de courbure qui se propagent, qu'on appelle des ondes gravitationnelles. Et les théoriciens qui ont suivi Einstein, parce qu'Einstein à son époque ne croyait pas au trou noir, mais maintenant ça va, les théoriciens ont calculé quel type d'ondes gravitationnelles on pourrait recueillir avec des instruments suffisamment sensibles lorsque deux trous noirs tournent autour l'un de l'autre, se rapprochent et finissent par fusionner pour former un trou noir unique. Voilà. Donc ça c'est une petite animation montrant que un couple d'étoiles denses agite la texture même de l'espace et du temps et produit donc ces ondulations de courbure qui vont se propager vers l'extérieur à la vitesse de la lumière. Et les théoriciens, et d'ailleurs la plupart de ces théoriciens étaient dans le laboratoire de l'Observatoire de Paris dans lequel j'ai passé tant d'années, avaient calculé la nature de l'onde de gravitation dans la phase de rapprochement du trou noir, dans la phase de fusion, l'essentiel de l'énergie, et puis dans la phase de stabilisation. Voilà. Mais ça se passe simplement en quelques secondes. Voilà. Donc la théorie était prête, il restait à avoir des instruments, et les instruments, ils sont devenus suffisamment sensibles seulement en 2015, et pouf, de la semaine qui a suivi l'ouverture de l'instrument suffisamment sensible, c'était des détecteurs qui étaient aux États-Unis. Je n'ai pas le temps de vous expliquer le principe très compliqué de ces détecteurs d'ondes gravitationnelles, ça ne ressemble pas du tout à des télescopes habituels, évidemment. Donc ils ont été traversés par une onde gravitationnelle résultant de la fusion de trous noirs qui est ici reconstituée dans des images de synthèse, que c'est quand même un calcul scientifique tenant compte de certains effets de mirage gravitationnel. Et c'est une reconstitution non numérique de cet événement qui a été observé le 14 septembre 2015. Mais c'était un événement qui a été reçu sur Terre à cette époque-là, mais qui avait été engendré 1,2 milliard d'années auparavant. C'est-à-dire la fusion avait eu lieu 1,2 milliard d'années auparavant, le signal est arrivé sur Terre à cette époque-là. Voilà. Et aujourd'hui, on a une nouvelle astronomie dite gravitationnelle qui nous permet effectivement de sonder le mystère de l'espace avec autre chose que la lumière et d'accéder à l'environnement des trous noirs, peut-être s'approcher du Big Bang. Bon, il faut que j'accélère un petit peu. Il y a au centre de notre galaxie un trou noir géant qu'on appelle le trou noir galactique. C'est un trou noir de beaucoup plus grande masse que les trous noirs ordinaires formés par les étoiles. Alors peut-être qu'initialement il était de masse stellaire, puis à force de manger, d'avaler du gaz, etc., il a grossi. Et aujourd'hui, ce trou noir, on estime donc sa masse en observant des étoiles qui tournent autour, on mesure les vitesses, on estime qu'il fait 4 millions de fois la masse du Soleil. Un trou noir de 4 millions de fois la masse du Soleil, il fait une taille de 25 millions de kilomètres de diamètre. Ça commence à être pas mal, 25 millions de kilomètres. Voilà. Le problème, c'est que le centre de la galaxie, c'est très très loin. Il est à 30 000 années-lumière. Étant entendu que l'année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Donc vous imaginez ce que ça fait. Voilà. Donc un objet de 25 millions de kilomètres de taille, mais à 30 000 années-lumière, c'est à peu près la taille d'une graine de moutarde que l'on mettrait à New York et que vous essaieriez de voir d'ici. Donc vous imaginez le type de télescope qu'il faut pour observer ça. Ça semble impossible. Et pourtant on l'a, ce télescope-là, depuis 2 ans. Ça s'appelle l'Event Horizon Telescope. En fait, c'est un réseau de radiotélescopes qui sont répartis sur toute la planète, que l'on fait fonctionner ensemble pour avoir l'équivalent d'un télescope de la taille du réseau, c'est-à-dire de la taille de la planète. Donc l'Event Horizon Telescope fait à peu près 5000 km, et grâce à ça, on a effectivement la résolution suffisante pour observer l'image du trou noir galactique. On l'attend. Les observations ont été faites en avril 2017. Il faut 1 an de traitement des données, un nombre de données absolument gigantesque pour arriver à combiner toutes ces observations. On attend cette image en 2018. Alors c'est très excitant d'avoir enfin la première image directe télescopique de trou noir. Ce n'est pas le trou noir lui-même qu'on va voir, parce que le trou noir il est totalement obscur. Ce qu'on va voir, c'est les régions périphériques très proches du trou noir, c'est-à-dire un disque de gaz en rotation rapide et qui va produire une flambée de rayonnement. Voilà. Alors ce sujet m'est particulièrement cher parce qu'il se trouve que, comme le montre cette image-là,
J'ai tout simplement été le premier dans l'histoire, j'ai eu cette chance-là, à calculer en 1978, puis publié en 1979, à quoi ressemblerait précisément un trou noir entouré d'un disque de gaz le jour où on aurait un télescope suffisamment puissant pour l'observer, avec donc, ce calcul numérique, c'est cette image que j'avais publiée. Voilà. Après, image qui a été affinée par d'autres simulations et collaborateurs qui ont mis des couleurs de mouvement, etc. Voilà. Donc, si vous plissez un peu les yeux, parce qu'il est évident que l'Event Horizon Telescope, malgré ses performances, n'aura pas la résolution aussi fine que le calcul numérique, vous fermez, vous plissez un petit peu les yeux et vous verrez plus que la tache brillante. Et puis, vous verrez un truc noir et puis la tache brillante, qui est la partie du disque de gaz qui se rapproche de vous, parce que ça tourne autour du trou noir à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, donc par un effet qu'on appelle l'effet Doppler, le flux de lumière qui se rapproche de vous est amplifié, et c'est ça que l'on va voir dans l'image de l'Event Horizon Telescope. Donc j'attends ça avec un certain intérêt. Voilà. Alors, pour montrer qu'il ne faut pas trop s'approcher effectivement des trous noirs, c'est aussi un autre exemple, je vous montre un autre exemple amusant. C'est une étoile qui s'approche trop près d'un trou noir géant. Et c'est un calcul également que j'ai fait dans les années 80, où j'avais calculé la façon dont cette étoile-là, s'approchant trop près d'un trou noir géant, était en fait déchiquetée et détruite par des forces gravitationnelles gigantesques que j'avais calculées, que j'avais prédit que les étoiles étaient aplaties sous la forme de ce que j'appelais des crêpes stellaires flambées, parce qu'elles étaient aplaties dans leur plan orbital, puis elles finissaient par exploser en donnant de grandes flambées de rayonnement, et ces crêpes stellaires flambées ont bel et bien été découvertes depuis par l'observation astronomique, et chaque semaine on observe des crêpes stellaires flambées. Et si on peut vraiment s'approcher des étoiles physiquement un jour, on se dit mais comment y aller? Le rêve du voyage interstellaire. Le problème c'est que comment y aller? Voilà. Ben, vous savez, la science-fiction a largement exploité une possibilité théorique. Alors là vraiment je le fais très rapidement parce que j'ai déjà pris trop de retard. Une possibilité théorique liée au trou noir, c'est qu'au fond d'un trou noir, le trou noir n'est pas forcément bouché. Il peut y avoir des sortes de tunnels, de distorsions particulières de l'espace et du temps que l'on appelle des wormholes en anglais, qui veut dire des trous de verre, qui feraient office de raccourci. Ici, dans le tissu de l'espace-temps, vous avez un trou noir, et en fait, au lieu que le trou noir soit bouché, en fait, il y a une ouverture sur une autre région de l'espace et du temps. Et donc, il y a des hypothèses physico-mathématiques qui suggèrent qu'il y a des trajectoires qui pourraient traverser cette sorte de tunnel d'espace-temps, ce trou de verre, et on aurait des raccourcis pour aller du point A au point B, et donc ça permettrait de rêver au futur voyage interstellaire. Si vous m'accordez une petite extension par rapport au temps qui m'avait été initialement donné, je voudrais quand même dire deux mots. Alors un mot très rapide, c'est de s'approcher des étoiles, cette fois-ci par la vision artistique des choses, par la peinture. Van Gogh avait un regard extraordinaire, et lorsqu'il est arrivé en Provence, en quittant les cieux du nord assez bouchés, il a été émerveillé par les couleurs des étoiles, il a commencé à peindre le ciel. Donc il s'est approché artistiquement, avec son émotion artistique, des étoiles. Donc ça, c'est une célèbre peinture d'une nuit étoilée qu'il a peinte à Arles, donc au-dessus du Rhône, où on reconnaît évidemment la constellation de la Grande Ourse. Alors, moi, passionné de peinture comme beaucoup d'autres choses, je me suis intéressé au décodage astronomique de ce tableau pour voir s'il représentait une certaine réalité, une réalité du ciel. Et c'est très intéressant de voir que si à la Grande Ourse, qui est assez bien représentée dans les proportions, on reconnaît ça, si à la Grande Ourse, ça veut dire qu'il regardait vers le nord. Forcément, la Grande Ourse, et puis quand on va à Arles et qu'on regarde le paysage, notamment là il y a le paysage de Arles, les quais, etc., les réverbères qui existent toujours, le petit clocher de l'église, on s'aperçoit que ce n'était pas du tout dirigé vers le nord. Donc j'ai travaillé en collaboration avec un photographe qui travaille à Arles, qui est allé sur les lieux, qui a pris tout un ensemble de photos, et on a conclu que Van Gogh, il a fait une superposition de deux choses. Voilà, il a dans la direction du sud, là où le paysage terrestre était intéressant, le paysage de la ville était intéressant, il a commencé à peindre ça, puis le ciel au-dessus n'était pas intéressant. Donc il a tourné 180 degrés, il a fait un collage, c'est extraordinaire. Voilà. Mais il est allé beaucoup plus loin, un an plus tard, lorsqu'il était à Saint-Rémy-de-Provence. Il était enfermé dans un asile psychiatrique, voilà, parce qu'il a eu quelques problèmes. Et il y a ce tableau extraordinaire. C'est un ciel complètement fou, etc. La nuit étoilée au-dessus de Saint-Rémy, qu'il a fini en juin 1889, comme il annonce dans une lettre qu'il écrit à son frère. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la Lune avec un croissant de Lune, ça veut dire que le Soleil il est dessous, donc on est au lever du jour, la bande blanchâtre au-dessus de l'horizon, ça c'est Vénus, l'étoile du matin,
Et puis ça, c'est quelques étoiles du ciel, puis on voit un tourbillon un peu fou. Alors je me suis beaucoup intéressé à ce tableau, et j'ai fait une reconstitution astronomique en fonction de l'exposition de la chambre dans laquelle était Van Gogh, qui était effectivement dirigée vers l'est, donc vers l'endroit où le soleil se couche, où il se lève, pardon. Voilà. Et j'ai trouvé, par reconstitution astronomique, le moment exact où Van Gogh, pour la première fois, vu de sa fenêtre, a commencé à peindre le paysage céleste. Voilà. Donc voilà le type de reconstitution. C'est le 25 mai 1800. Non, oui, c'est un peu moins beau, mais le 25 mai 1889 à 4h40 du matin, et on a une lettre de Van Gogh à son frère qui dit « Tiens, ce matin, je me suis levé très tôt, j'avais des insomnies, et j'ai vu Vénus se lever au-dessus de l'horizon. » C'est quand même assez émouvant de savoir qu'à quelques minutes près, parce que je vous dis, 5 minutes plus tard, c'est plus tout à fait la même chose. Vénus n'est plus à la même place parce que la Terre tourne, etc., etc. Donc voilà, 5 minutes près, on sait le moment assez émouvant où Van Gogh a commencé à poser les points sur sa toile. Après, évidemment, il a mis quelques jours pour compléter sa toile. Et là aussi, il a fait une superposition parce que le paysage ici, c'est pas du tout Saint-Rémy-de-Provence, ça n'existe pas. Là, le cyprès, c'est un symbole. L'église, c'est plutôt le type d'église que l'on trouve dans le nord dans le nord de l'Europe, là d'où il vient. Donc, il a fait aussi un montage tout à fait extraordinaire. Voilà. Bon, alors, je vais effectivement zapper quelques diapositives que j'ai préparées, puisque bon, je voulais finir avec la musique, s'approcher des étoiles par la musique, parce que maintenant, c'est ce qui vous attend dans le concert extraordinaire qui va suivre. Donc c'est une très très vieille tradition que de lier effectivement une supposée harmonie céleste, et notamment le chant des planètes ou le chant des étoiles, à des compositions musicales. Alors quelques exemples modernes et récents de cette antique tradition. Par exemple, donc, il y a une œuvre du compositeur américain John Cage qui s'appelle Atlas Eclipticalis, tout simplement parce qu'il a utilisé un atlas stellaire, un atlas utilisé par les astronomes comme ceci. Voilà, pardon. Il est parti d'un atlas stellaire, c'est connu, et puis il s'est dit, tiens, ces petits points-là, je vais faire passer une portée musicale, et puis ça me fait des notes de musique. Ça fait une sorte de musique aléatoire, parce que vous pouvez incliner différemment, vous pouvez tracer des quantités de portées différentes, et ça donne une musique, mais qui a un certain intérêt artistique quand on l'écoute. Je n'ai pas le temps de vous la faire écouter. Le grand Olivier Messiaen, il a fait l'une de ses compositions, qui est passionné par le cosmos, une composition qui s'appelle Éclair sur l'au-delà, qui est une grande œuvre orchestrale. L'un de ses mouvements, ça s'appelle la constellation du Sagittaire, et il demande à l'orchestre, aux musiciens de l'orchestre, de se mettre en position dans situation reproduisant la constellation du Sagittaire. La constellation du Sagittaire. Bien. Le Soleil, les étoiles vibrent. Alors c'est quoi la musique des sphères d'aujourd'hui, la musique des sphères modernes? Eh bien, les étoiles vibrent, il y a des oscillations. Le cœur du Soleil fait vibrer l'ensemble du Soleil, et la surface du Soleil fait vibrer, c'est-à-dire vibre. Il y a des bulles de gaz qui montent, qui descendent, etc. Puis vous savez qu'il y a des éruptions solaires, tout un ensemble de choses. Voilà. On appelle ça l'héliosismologie. Et on peut étudier le cœur du Soleil, pas seulement avec les neutrinos, mais en étudiant les vibrations de la surface du Soleil, on arrive à remonter aux propriétés qui règnent dans la matière du Soleil. J'ai la chance de collaborer avec beaucoup de compositeurs qui sont intéressés par ces phénomènes-là. J'ai une collaboration en cours avec le compositeur Gérard Pape qui s'est intéressé à un certain moment aux vibrations du Soleil, et donc il a produit une œuvre notamment pour vendre de 8 pistes et vidéo en images, je n'ai pas le temps de vous la montrer, qui s'appelle donc Héliophonie, puis j'ai une collaboration en cours avec lui sur les théories de gravité quantique. Alors, j'ai eu des collaborations avec de nombreux compositeurs, dont il y en a un qui s'appelait Tristan Clé, qui a essayé, je n'ai pas le temps non plus de vous faire écouter ces choses-là, qui a essayé donc d'écrire des œuvres pour différentes formations instrumentales, reproduisant, selon lui, transcrivant de façon métaphorique ce qui peut se passer avec la physique des trous noirs. Sinus X, c'est le nom d'un trou noir dans notre galaxie. Et plus récemment, une extraordinaire collaboration que j'ai avec le jeune compositeur d'origine catalane qui s'appelle Hector Parra. Alors oui, comment travaille Hector Parra? On discute ensemble, on discute des lois de la gravitation, des zones gravitationnelles, de la formation de trous noirs. Il fait des dessins, des graphiques, et à partir de là, il écrit une partition tout à fait
extraordinaire, et l'une d'entre elles, donc datant de 2011, est issue de la lecture d'un de mes ouvrages de vulgarisation, qui s'appelle Le destin de l'univers, qui raconte un petit peu tous les phénomènes liés au trou noir, et ça porte le joli titre de Caressant l'horizon. L'horizon, c'est l'horizon des événements. Ce qu'on appelle donc la surface d'un trou noir, ça s'appelle un horizon des événements. Et quand on caresse l'horizon, eh bien, on reçoit des ondes gravitationnelles, on peut se transformer en crêpe stellaire flambée, enfin il peut se passer des tas de choses, et tout ça c'est transposé musicalement. Et alors là je reviens en fait, bon là j'ai pas le temps, donc ça c'est une autre œuvre également issue de notre collaboration, une œuvre extraordinaire pour violoncelle électronique, et là je reviens en fait de Barcelone où il y a eu la création mondiale la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, d'une œuvre absolument époustouflante à laquelle voilà, j'ai travaillé avec le compositeur que vous voyez là, Hector, qui s'appelle Inkscape, qui est une œuvre écrite pour un ensemble de 16 solistes qui sont issus de l'ensemble intercontemporain, un grand orchestre symphonique et puis de l'électronique. Et là encore, c'est les schémas préparatoires que nous avons faits. C'est un véritable script scientifique qui structure l'œuvre, qui est un voyage dans l'espace-temps où on va s'approcher d'un trou noir, plonger dedans, traverser le trou de verre et ressortir dans un autre univers. Et tout ça transposé métaphoriquement de façon musicale. Une idée de la partition un peu compliquée, voilà, et de l'exécution. Je finis malgré tout, excusez-moi d'avoir débordé, mais il faut quand même que j'introduise, pour ceux qui ne savent pas encore, l'œuvre extraordinaire qui va être donnée maintenant, Le Noir de l'Étoile, qui est une composition, donc cet immense compositeur qui a été Gérard Griset, qui est l'un des fondateurs d'une école de musique contemporaine, qui est un petit peu en opposition au sérénisme intégral que voulaient Boulez, etc., avec donc d'autres compositeurs qui sont mentionnés ici. Donc en fait, Gérard Griset avait passé quelques années à l'université de Berkeley, où il enseignait la composition, et il a eu l'occasion d'écouter des rythmes de pulsars. Alors, en fait, il n'y a pas de son qui se propage dans l'espace, bien entendu, il n'y a que des ondes électromagnétiques, mais il se trouve que les ondes radio émises par les pulsars, ces pulsations extrêmement régulières, arrivent sur la fenêtre d'un grand radiotélescope. Ce sont des signaux électriques, on peut les amplifier, brancher un haut-parleur et on entend quelque chose. On a juste transposé dans le domaine acoustique la vitesse de rotation des étoiles à neutrons et des pulsars. Donc les pulsars battent leur propre rythme à la manière de métronomes cosmiques. Alors je vais tout de même vous en faire écouter un, qui est le pulsar de Vela, qui fait partie intégrante du Noir de l'Étoile. Ah pardon, ça n'a pas fonctionné. Bon, vous êtes fou. Tout à l'heure, pourtant, j'ai fait le réglage, ça fonctionnait. Bon, écoutez, de toute façon, vous l'entendrez en direct dans l'œuvre Noire d'étoile. C'est le résidu de cette explosion de supernova qui date de plusieurs dizaines de milliers d'années. Et il y a un vestige qui tourne encore 11 fois par seconde, mais je l'expliquerai juste avant le concert. Donc bref, Gérard Griset m'avait contacté à cette époque-là, parce qu'il avait lu quelques articles de vulgarisation que j'avais écrits. Nous avons travaillé ensemble pour élaborer donc cette œuvre, qui sont une œuvre écrite pour 6 percussionnistes qui sont placés autour du public, comme vous le voyez, et puis une bande magnétique sur laquelle sont enregistrés au moins un des 2 pulsars qui interviennent dans l'œuvre. Et puis, idéalement, mais ça c'est un peu plus difficile à réaliser à chaque fois, une retransmission en direct et in situ de signaux astronomiques et de pulsars captés au moment du concert. On avait pu faire ça lors de la création mondiale à Bruxelles en 1991, où on avait monopolisé le grand radiotélescope de Nancy, et à une heure très précise, à quelques secondes près, parce que le moment où on entend le pulsar dans l'œuvre intervient à un moment très précis de la partition, et le pulsar n'est pas toujours observable, il passe à un moment très précis dans la fenêtre d'observation du radiotélescope. Donc c'était le passage du pulsar dans la fenêtre du radiotélescope qui dictait le début précis du concert. Donc c'était, avec Gérard, c'était notre souhait de lier 2 temps apparemment incommensurables, le temps des hommes et le temps des astres, pour faire donc cette œuvre intitulée donc Le Noir de l'Étoile, que vous allez maintenant écouter. Je vous remercie.